France Culture. L'esprit d'ouverture. Ce samedi, dans Sens Politique, je recevrai Mathilde Panot. Astrid de Vilaine. Présidente du groupe La France Insoumise au Palais Bourbon, la députée du Val-de-Marne reviendra sur son parcours de militante de gauche, sur les difficultés de la NUPES, notamment en vue des européennes, et sur sa vision de la politique et de la conquête du pouvoir. Sens Politique, ce samedi à 12h45 sur France Culture, franceculture.fr et l'appli Radio France. 7h44 sur France Culture. Les matins de France Culture, Guillaume Erner. Je ne sais pas très bien si nous sommes en présence d'un écrivain ou d'un phénomène, peut-être les deux. Bonjour David Grann. Vous publiez Les naufragés du Wager. Il faut que je dise Wager parce que sinon je vais me faire disputer par Michel Zlotowski aux éditions du Sous-sol. Wager n'a pas été traduit en français, c'est cela, hein, Michel? Non, pas du tout. Wager, c'est une gageure, un pari. Mais c'est aussi une île, l'île du Wager, et le roman que vous publiez, David Grann, se situe au mi-temps du XVIIIe siècle. Il s'agit de raconter une histoire tout à fait inouïe, prise en chasse par un galion espagnol, le Wager, autrement dit un navire britannique, s'échoue sur une île au large des côtes patagoniennes, et les naufragés sont confrontés à la famine, au froid et aux maladies. Ils iront jusqu'à la tentation du cannibalisme. 4 ans plus tard, 2 groupes parviennent à atteindre l'Angleterre, se rejetant mutuellement la responsabilité de leur mésaventure. Les journaux de l'époque s'emparent de l'histoire pour comprendre ce qui s'est passé, et la navirauté étouffe l'affaire pour éviter le scandale. Le naufrage du Wager tombe dans l'oubli. Si j'ai dit que vous étiez à la fois un écrivain et un phénomène, David Grann, c'est tout simplement parce que si l'on consulte ce que j'ai fait cette nuit, la liste des best-sellers du New York Times, votre roman Killers of the Flower Moon est numéro 1 de cette liste en non-fiction depuis les 93 semaines, et The Wager est 21e et 7e depuis la 21e semaine. Autrement dit, on comprend à quel point vous êtes populaire aux États-Unis. Vous savez raconter des histoires. Comment choisissez-vous une histoire et comment en êtes-vous venu à vous intéresser à cette histoire du naufrage du Wager? Sherlock Holmes once said that if you could Sherlock Holmes a dit que si vous pouviez regarder dans les différentes maisons, vous pourriez voir tellement d'histoires différentes qui sembleraient plus étranges que la vérité. Et donc je lis, j'écoute un peu comme un détective privé professionnel pour essayer de découvrir ces histoires. Vous cherchez une histoire qui vous agrippera, mais aussi qui illuminera quelque chose, éclairera quelque chose de plus grand, de plus vaste sur la société elle-même. Pour le Wager, je suis tombé sur une recension écrite par John Byron, un aspirant marin qui n'avait que 16 ans, 17 ans. Et puis après, il est devenu le grand-père de Lord Byron, le grand poète dont la poésie a été influencée par ses écrits. Quand j'ai commencé à lire cela, je ne savais pas ce que c'était. Mais je m'arrêtais dans ces merveilleuses descriptions de naufrage, de cannibalisme, ce qu'il appelait, lui, la dernière extrémité. Et je me suis rendu compte que cette histoire me mènerait à vraiment un des récits les plus extraordinaires de survie, de pagaille absolue, et aussi sur la nature de ce qu'est la vérité et de la condition humaine. Alors j'ai dit que vos livres étaient extrêmement populaires aux États-Unis et qu'ils étaient classés dans la catégorie non-fiction, autrement dit des documents et non pas des romans, alors que en France on aurait tendance à dire qu'il s'agit d'un roman. Le distinguo, David Grann, c'est tout simplement que vous vous fondez sur une documentation qui est une documentation gigantesque. Par exemple, pour écrire ce livre, vous avez une bibliographie de 275 ouvrages. Tout ce qui est dans ce livre est vrai, David Grann?
everything is true. Tout est vrai, tout est vrai. I try to use the techniques of fiction, J'essaie meaning d'utiliser les techniques de la fiction, c'est-à-dire que ces histoires qui mettent l'accent sur des personnages, des êtres humains, on scenes, sur des even bits of scènes, dialogue, même des passages de dialogue, mais tout est vraiment lié à un document, à une correspondance, un journal, un mémoire. Et même si l'histoire s'est produite au XVIIIe siècle, on peut aller dans les archives et trouver ces documents qui ont véritablement survécu au naufrage, aux inondations. Quand vous les ouvrez, vous respirez la poussière et vous pouvez reconstruire méticuleusement ce qui s'est passé. Alors ça, c'est quelque chose d'essentiel. On va revenir là-dessus parce que ça veut dire que vous appartenez à une nouvelle catégorie d'écrivains. D'abord parce que vous venez du journalisme et parce que vous appartenez à ces écrivains qui font ce qu'on appelle de la littérature de non-fiction. L'une des conséquences immédiates de cette appartenance, c'est le portrait que vous faites de la marine au XVIIIe siècle, qui est un portrait largement désenchanté, puisque vous racontez à quel point ce monde qu'on pourrait présenter de manière romantique était en réalité un monde atroce. yes, these really were like floating civilizations. C'était des these ships. civilisations flottantes, And you would ces have bateaux. people from all Et vous walks aviez of des life. gens You'd de have tous les genres de vie. aristocrats Il y avait des and aristocrates, paupers, il y avait free black seamen, all thrown together. des Noirs libres, But des they were anciens also esclaves short of libérés. people, and they Mais would il send manquait out the press de gangs, personnel and et they ils would envoyaient des essentially bandes eyeball you to look to see if qui you vous had regardaient any dans le fond des telltale yeux signs of a mariner. pour And then they would découvrir seize si you vous and aviez drag l'âme you d'un onto marin ou these pas. ships Ils vous and take you agrippaient par le corps unwillingly. physiquement et vous faisaient monter à bord de force. And on this expedition in Et dans cette particular, expédition en everything particulier, would go wrong. tout They would a été allé battle de travers. one horror after another. Eh bien, ce serait une horreur après l'autre. When they reached Cape Et Horn, quand ils ont réussi à arriver au Cap they Horn, encountered 90-foot ils ont waves that would dwarf rencontré the mast. véritablement The des strongest vagues currents, winds that could monstrueuses accelerate qui rendaient les mâts tout 200 petits, miles per avec hour. des vents qui arrivaient à 200 000 à l'heure. Alors, vous racontez que le Voyager, donc ce navire au XVIIIe siècle, était d'une grande perfection technique, mais que c'était aussi une sorte de bouge infâme. Yes. Yeah, these ships were engineering marvels. They were the C'était engineering des marvels of their merveilles time. d'ingéniosité à l'époque, ces bateaux. They had 3 masts and they could C'était des fly 3 as mâts. many as 12 to 18 sails that could propel Ils them. pouvaient vraiment avoir 12 à 18 voiles. C'était des instruments très meurtriers. Et aussi des maisons où des centaines de marins vivaient les uns avec les autres. Ils étaient aussi très vulnérables et vraiment susceptibles de pouvoir être perdus par les éléments de la nature parce qu'ils étaient fabriqués en bois. Un seul bateau, c'était 4000 arbres. Il fallait 4000 arbres pour construire un seul navire. Beaucoup de ces hommes qui embarquaient donc de force, comme vous l'avez rappelé, David Gran, savaient qu'ils allaient mourir, mais il y avait peut-être pire que la mort, puisqu'il y avait un chirurgien, alors je parle sous le regard du neurologue Lionel Nakache, mais on faisait des opérations, je ne sais pas si on pouvait appeler ça ainsi, des opérations dans ces bateaux, beaucoup d'amputations, racontez-vous. Yeah, the medicine back then was very Oui, primitive. la médecine and the était main très approach primitive to et la any première approche serious wound à was to une blessure amputate, grave, c'était especially l'amputation. during battle. Principalement durant les They would try to amputate batailles. the limb within a Ils minute. amputaient They had sur no le champ. anesthesia. Il n'y avait pas d'anesthésie. And so you had a very high Donc, véritablement, il y mortality avait rate. une mortalité But the énorme. greatest threat of all Mais la plus grande menace de was toutes, disease. c'était And la they didn't maladie. understand, Et ils ne comprenaient germs pas back then. les microbes, ils ne comprenaient pas ce que c'était. Les germes, on ne savait pas ce que c'était à l'époque. Alors, il y avait donc des menaces à l'intérieur du bateau et puis il y avait des menaces à l'extérieur, autrement dit la mer démontée. Et vous racontez à quel point l'île du Voyager, ce lieu et cette partie de la mer est une partie particulièrement dangereuse, alors même que les techniques de navigation n'étaient pas précises et ne permettaient pas au bateau de s'orienter correctement, David Gran.
Non seulement quand ils dépassaient le Cap Horn, mais quand ils devaient se battre contre ces tempêtes et les bateaux, vous savez, se cognaient les uns les autres comme des malheureux petits robots. Ils ont commencé aussi à souffrir du scorbut, les dents tombaient, les cheveux tombaient, les maladies affectaient aussi leur sens. Disait un des marins, ça rentre dans nos esprits et on est devenu complètement dingue, a écrit un des marins. Et en même temps, ils ne savaient pas exactement où ils étaient sur une carte parce qu'ils ne connaissaient pas leur longitude, ils n'avaient pas des montres ou des horloges suffisamment justes pour savoir où ils étaient. Donc, c'était vraiment quasiment au doigt mouillé. Et c'était, voilà, ils devinaient grosso modo où ils étaient. Et c'est pour ça que ça s'appelait comme ça, grosso modo, au doigt mouillé. On naviguait au doigt mouillé. Alors, votre écriture, on l'a compris, est très réaliste, naturaliste, pourrait-on dire même, David Grann. Vous êtes beaucoup documenté. Vous êtes allé sur l'île du Wager. Cette île du Wager, vous aussi, vous avez souffert. Alors, pas d'amputation, mais vous avez quand même beaucoup souffert pour vous y rendre, parce qu'aujourd'hui encore, c'est une île qui est particulièrement inhospitalière et qui est particulièrement difficile d'accès. J'avais pas l'intention à l'origine d'y aller. J'ai commencé à faire cette recherche pendant 2 ans dans un endroit qui était beaucoup plus, propre à mes recherches. C'était des bureaux d'archives. Mais je voulais vraiment comprendre ce qui leur était arrivé à ces gens-là. J'ai compris que je pourrais pas le faire si j'y allais pas. Donc je suis allé dans un petit bateau, une coque de noix, sur un voyage de 350 000 marins vers ce petit lieu qui s'appelait le golfe des douleurs. Et la mer était tellement démontée, j'ai dû être assis sur le pont du navire. Je ne pouvais même pas être debout parce que je pouvais me casser une jambe. Mais finalement, on a pu arriver à cette île et ça reste un endroit de désolation totale, froid, venteux, avec absolument aucune nourriture qu'on peut trouver sur place. Et j'ai pu finalement comprendre pourquoi les officiers britanniques ont décrit cette île comme un lieu où l'âme des hommes meurt à l'intérieur d'eux-mêmes. Vous allez nous raconter dans une vingtaine de minutes, David Grann, comment on fait pour fournir un ouvrage, un récit qui va être transformé en film par des cinéastes aussi prestigieux que Martin Scorsese, James Gray, David Grann. Vous allez nous raconter vos secrets. Je vais essayer de vous les faire dire en attendant. Les naufragés du Wager est publié aux éditions du Sous-sol. 6h30, 9h, les matins de France Culture. Guillaume Erner. Et oui, nous sommes avec l'écrivain américain David Grann, l'écrivain préféré des cinéastes, puisque plusieurs de vos livres ont été portés à l'écran par James Gray. Bientôt, on verra l'adaptation de Martin Scorsese. Les naufragés du Wager est un livre qui est déjà en tête des ventes aux États-Unis. Il s'agit, pour le dire en quelques mots, du récit d'un naufrage d'un galion britannique dans le contexte de la guerre entre l'Espagne et le Royaume-Uni. Cela se déroule au XVIIIe siècle et ces naufragés échouent sur une île qu'ils vont baptiser l'île du Wager. Et dans cette île, ils vont se débarrasser de leur gang d'humanité. C'est l'histoire à la fois terrifiante et extrêmement prenante que vous nous racontez dans cet ouvrage. Alors là, il n'y a pas véritablement de conditions sociales, mais avant d'entrer dans le quotidien de ces marins britanniques, j'aimerais quand même votre réaction à ces vagues de grève aux États-Unis. On a évoqué dans le journal la grève dans l'industrie automobile, mais plus proche de vous, il y a eu la grève des scénaristes et des acteurs. Est-ce que les scénaristes sont réellement à plaindre aux États-Unis, vous qui travaillez de manière très proche de l'industrie du cinéma, David Grann? Je ne suis pas scénariste moi-même. Mais la grève est tellement importante pour les auteurs, pour qu'ils puissent véritablement gagner leur vie. Eh bien, c'est les mêmes luttes des écrivains et des journalistes, par exemple. Et la menace des nouvelles technologies qu'on n'anticipe pas suffisamment, comme l'intelligence artificielle. Et c'est tellement important d'anticiper là-dessus, parce que si on ne le fait pas, alors c'est trop tard. Et puis, il n'y a rien à faire pour remédier
ces espaces de créativité. Et quelle est la place des auteurs à ce moment-là? Mais chez les scénaristes américains, il y avait l'idée que ceux-ci étaient bafoués, qu'ils n'étaient pas véritablement reconnus. Avez-vous la sensation, David Grann, que les storytellers, les raconteurs d'histoires, vous en êtes un remarquable évidemment, l'un des plus éminents aux États-Unis, avez-vous l'impression que ceux-ci sont bafoués aux États-Unis? Bien trop souvent, leur valeur est sous-estimée. Le fait que tout le monde pense qu'un ordinateur puisse écrire un scénario valable, qu'il puisse être beaucoup plus près de l'âme d'un être humain, ça révèle cette dévaluation du rôle du scénariste. Alors l'âme humaine, puisque c'est d'elle dont il est question dans votre ouvrage Les naufragés du Voyager, qu'arrive-t-il à un groupe d'êtres humains lorsque ceux-ci se retrouvent sur une île déserte dans une situation où ils doivent lutter pour leur survie, puisque bien évidemment ces marins du XVIIIe siècle, ils ne trouvent pas facilement de quoi manger sur cette île qui est, comme vous nous l'avez décrite, absolument désolée, avec des arbres courbés par le vent. David Grann, racontez-nous ce qui arrive à ce groupe de marins, je devrais dire ces deux groupes, parce qu'en réalité, face à cette épreuve, ils se séparent en deux. Yeah, so about 146 survivors from the 146 survivants des naufragés, de ce naufrage, arrivent sur cette île. Et ils espèrent que ça pourrait être le salut. Mais en fait, l'île est tellement inhospitalière, ils commencent à mourir de faim. Et ça devient comme un laboratoire de test de la condition humaine sous des circonstances extrêmes. Et petit à petit, ça révèle la nature cachée de chaque individu, le bien, le mal, le choquant. Et ces gens se désintègrent en factions. Une faction, comme les sécessionnistes, qui pillent et tuent à travers l'île, et deux factions principales. Une faction qui reste loyale au gouverneur, ou plutôt au capitaine, qui veut diriger selon les règles qui existaient auparavant sur le navire, et une faction plus importante qui va vers un autre dirigeant qui croit qu'il faut définir de nouvelles règles pour vivre dans l'état de nature. Est-ce que ça veut dire que finalement, vous avez essayé là de voir, lorsque l'humanité se retrouve dans une situation terrible, comment elle se débarrasse de ses oripeaux, comment finalement des êtres humains peuvent cesser d'être humains, David Grann? Very much so. Oui. Very much so. And there's something in those Il y a quelque chose dans ces moments de claustrophobie, claustrophobe en fait, où il y a des décisions à prendre entre la vie et la mort, des décisions existentielles qui vous permettent de voir un peu ce qu'est la nature humaine. Est-ce que d'après vous, puisque on l'a dit dans une première partie, vous êtes énormément documenté, est-ce que le fait que ces hommes soient des marins au XVIIIe siècle, est-ce que cela change quelque chose? Est-ce qu'aujourd'hui, pareille aventure, pareille terrible mésaventure produirait les mêmes résultats? You know, I think you can change often the costumes, On peut changer les vêtements, les costumes, les dialogues, les accents, le temps, l'époque, mais il y a des choses humaines qui ne changent pas. Et c'est pour cela que certaines histoires peuvent avoir une puissance éternelle. Et pour moi, quand je faisais la recherche sur cette histoire, je me suis posé la question, qui aurais-je été sur cette île? Et alors, la réponse? Eh bien, si vous pensez connaître la réponse facilement, vous vous trompez. Alors, vous vous trompez vous-même. Il y a un moment particulièrement prenant dans Les naufragés du Voyager, l'ouvrage que vous publiez, David Grann, aux éditions du Sous-sol. Et ce moment particulièrement prenant, c'est le face-à-face entre ces marins britanniques donc, et un peuple premier. C'est aussi quelque chose qui
traverse votre œuvre. Vous vous intéressez particulièrement au peuple premier, à leur devenir, à la manière dont ils ont été décimés. Pourquoi avoir décidé de vous intéresser à eux? Alors vous allez me dire que c'est la réalité, puisque tout ce qu'il y a dans vos livres est vrai, mais vous y avez pris, semble-t-il, un intérêt particulier. Parce que ça révèle quelque chose sur les systèmes de l'impérialisme, du racisme, que ce soit dans Killers of the Flower Moon, dans la note américaine en français, ou dans les autres, La Cité perdue de Z. Ce sont des naufragés sur une aile, et ce sont des Patagoniens, les peuples premiers. Eux se sont adaptés à cette région. Ils savent comment survivre, comment trouver de la nourriture, comment se chauffer, en ayant toujours un petit feu dans leur canot. Ils offrent une planche de salut aux naufragés. Mais au lieu de cela, les naufragés les traitent mal, dont ils parlent dans leurs journaux comme étant des sauvages. Et finalement, ces indigènes quittent ces lieux, les abandonnent. Mais véritablement, ça met à bas la volonté énoncée des Britanniques en disant que leur civilisation était supérieure aux autres. Et qui sont donc les sauvages sur cette île? Bon, ça c'est vraiment l'un de vos sujets, David Grann, et comme vous venez de le dire, c'est le sujet de votre roman précédent, Killers of the Flower Moon. C'est un livre qui, je l'ai dit, est toujours en tête des ventes de littérature de non-fiction aux États-Unis. Ça fait quasiment 2 ans qu'il est en tête des ventes aux États-Unis et cela va donner un film réalisé par Martin Scorsese sur un scénario que celui-ci co-signe avec Eric Roth d'après donc votre ouvrage. On écoute un extrait de la bande-annonce. Les Osages, ils se sont retrouvés avec les pires terres au monde. Et ils ont été plus malins que tout le monde. C'était des champs pétrolifères, l'or noir. L'argent du pétrole coule à flot dans le coin. J'adore l'argent, monsieur. Cette manne coule dans la bonne direction. Leur heure est venue. Tout ça ne sera plus qu'une simple tragédie. Quand l'argent s'est mis à pleuvoir, on aurait dû savoir qu'il avait un prix aussi. On dirait des busards qui survolent notre peuple. Et je me dis que je devrais tuer ces hommes blancs qui ont tué ma famille. Ah, je suis envoyé par Washington. Je viens voir pour ces meurtres. Vous venez voir quoi? Je viens voir qui les commet. Un extrait donc de la bande-annonce du film de Martin Scorsese que l'on découvrira dans quelques mois sur les écrans. Killers of the Flower Moon, c'est un ouvrage où vous vous intéressez à la malédiction du pétrole. Il y a toujours des malédictions dans vos ouvrages. Il y a la malédiction de la mer dans Les naufragés du Wager, la malédiction du pétrole, puisqu'il s'agit de montrer une tribu indienne longtemps après les guerres indiennes, puisque votre livre se déroule en 1921, mais cette tribu indienne, ses descendants, ont une malédiction puisqu'ils se retrouvent sur un territoire de l'Oklahoma où il y a du pétrole. Et finalement, tout leur malheur découle de cela. Là aussi, c'est une histoire absolument vraie puisque tout ce que vous écrivez est vrai. Qu'est-ce qui vous retient dans ce type d'histoire, David Grann? C'est une histoire sur les Osages qui sont devenus les plus riches par habitants en raison du pétrole sur lequel ils étaient assis. Et en fait, ils ont été assassinés les uns après les autres parce qu'ils étaient riches, parce qu'ils avaient de l'argent. Et c'était vraiment les victimes de la pire injustice raciale aux États-Unis. Et ça fait partie de notre histoire qui, pendant trop longtemps, a été effacée.
Nous ne l'avons pas apprise, elle n'a pas été racontée. On l'a coupée de nos consciences. Et je pense qu'il est toujours important d'essayer de jeter une lueur sur ces pages qui sont moins vues. Alors, je l'ai dit, vous n'avez pas participé au scénario avec Martin Scorsese lorsque celui-ci a porté ça à l'écran. Vous ne voulez pas devenir scénariste ? Non, je suis tellement concentré sur mon propre travail, sur cette non-fiction littéraire. Chacun de ces projets me prend environ 5 ans à compléter. Donc avec les films, c'est que ça passe entre les mains de gens qui savent ce qu'ils font. Et de ce point de vue-là, j'ai eu beaucoup de veine d'avoir des gens comme Martin Scorsese et James Gray qui ont adapté mes œuvres. Mais alors ça veut dire que vous travaillez avec eux ou pas du tout, ils se contentent de prendre votre ouvrage ? Si, on travaille un peu avec eux en tant que ressources, parce que ce sont des histoires vraies. Et ils posent toujours des questions sur l'histoire, le décor, qui étaient les gens, est-ce qu'il y a des documents. Parfois, les acteurs viendront vous voir pour les rôles qu'ils jouent, et vont vous poser des questions. Est-ce qu'ils avaient une blessure? Est-ce qu'ils étaient boiteux? Est-ce que vous avez des dialogues qu'on pourrait utiliser? Donc, vous êtes là comme ressource pour ces gens-là au cinéma. Et lorsque vous écrivez un ouvrage, Les Naufragés du Wager, est-ce que vous vous dites je l'écris pour que celui-ci soit cinématographique parce que c'est un vrai page-turner, comme on dit en français, on tourne les pages les unes après les autres. Est-ce que vous vous dites d'ores et déjà qu'il va falloir que ce livre devienne un film ? Je n'y pense jamais. Quand j'ai trouvé le journal de John Byron au XVIIIe siècle, écrit dans ce vieil anglais, avec les S comme des F, personne n'aurait pensé que ça ferait un grand film et que Scorsese voudrait le tourner. Non. Moi, je mets l'accent au départ sur simplement de rendre justice à l'histoire. Mais j'essaie de l'écrire de telle façon qu'elle soit cinématographique, c'est-à-dire que les mots soient visuels. Et donc quand vous le lirez, ce livre, vous sentirez, vous verrez, vous entendrez le monde à travers les yeux des gens qui ont vécu ces événements. Mais il y a quand même une technique à la David Grann, puisque votre succès est du niveau d'un Stephen King, par exemple. Donc, vous ne pouvez pas agir innocemment. Vous avez, comme lui, un certain nombre de manières de faire de bonnes histoires. Well, I do think je crois que la clé, c'est de trouver la bonne histoire. Parce que l'histoire est riche si véritablement elle vous accroche, si véritablement elle vous convainc. Et après, elle pourra être adaptée dans n'importe quel média. C'est ça le secret. Alors votre technique d'écriture, donc on l'a dit, c'est de ne se fonder que sur des choses absolument exactes, mais j'ai cru comprendre aussi que vous écriviez de trop et qu'ensuite vous coupiez, votre femme vous lit et vous observez ses réactions lorsqu'elle vous lit, David Grann. Je fais tellement de recherches. Je fais des années de recherche. Par exemple, je peux écrire 20 000 mots sur la construction du navire du Wager. Je le donne à ma femme qui le lit. Je regarde son visage et finalement elle dit « d'où Jésus, non ». Et c'est la partie où mes digressions sont trop longues et je dois vraiment les distiller pour 2 ou 3 paragraphes, avec les faits les plus étonnants, les plus... Et moi, j'ai véritablement un cabinet avec tout ce que j'ai coupé de mes livres. Mais vous savez, dans ce livre, il faut savoir ce que vous allez mettre dans le livre, mais aussi ce que vous allez laisser en dehors. Mais alors, ça, c'est une technique d'écriture tout à fait étonnante. Mais alors, je vais vous embêter, David Grann. Pourquoi se contenter des faits et du vrai? Alors, Stephen King, je crois, ne s'intéresse pas véritablement à la véracité des choses.
votre imagination, votre plume pourrait très bien se satisfaire de changer les personnages. Là, par exemple, il y a un capitaine de vaisseau, vous l'avez décrit de manière extrêmement fidèle. Vous êtes allé jusqu'à décrire la météo comme elle était le jour même. Yeah. You know, I think each forms work and Chaque have their own forme power. I read de a ton of fiction, I littérature read Stephen King. a sa propre force. Vous savez, moi je lis beaucoup Stephen But I King, think there is also a mais je crois power qu'il y a aussi un pouvoir in knowing what is true en or sachant ce qui trying est to get vrai at the factual ou truth, essayer d'arriver and then also à the la deeper vérité. emotional, Et puis thematic aussi truths at the la same vérité time. émotionnelle, thématique dans And le at même least temps. for me, I Et don't au have moins the pour best moi, imagination. j'ai I pas see la meilleure des myself as more imaginations. Moi, je vois plutôt comme, vous savez, quelqu'un qui excave, quelqu'un qui creuse. Moi, je creuse en profondeur. J'ai un bulldozer, vous savez. J'essaie de trouver, d'enlever la peau superficielle, les couches superficielles, et de trouver la réalité des choses au fin fond. Alors l'histoire des naufragés du Voyager, évidemment, elle est très prenante, on va pas la divulgacher, mais ce que l'on peut quand même dire, David Grann, c'est qu'à l'époque, vous qui êtes journaliste, elle avait été largement commentée par la presse naissante de l'époque, parce que précisément les gens étaient extrêmement étonnés de la manière dont un gentleman britannique pouvait se comporter de manière parfaitement non gentleman lorsqu'il était sur une île déserte. Yeah, it was a scandal in its day. It was C'était un also the scandale beginning à of a l'époque. kind of C'était aussi modern press, le début d'une presse moderne, genre tabloïd, qui tombait sur une histoire et qui la racontait à tort et à travers. Et ça a provoqué aussi cette guerre furieuse au sujet de la vérité, puisque chacun de ces naufragés a tenté de raconter sa propre histoire pour éviter la pendaison. Et ça ne fait pas de grosse différence avec aujourd'hui où il y a de la désinformation, de la fausse information et même des faux journaux aussi, des Surtout fausses que c'était mémoires. une très mauvaise histoire pour l'Angleterre. Yes, it's a scandalous story Ouais, because c'était une it histoire undercuts the scandaleuse image of the parce que ça empire. torpillait And l'image just de as l'Empire. people tell stories to Et kind of shape them vous and savez, try to comme des emerge gens as the qui hero, racontent des histoires, qui tentent de paraître also comme des shape héros, and edit their own eh bien, stories. en- And at a certain par point, contre-coup, the British ça Empire crée is une autre looking at all histoire. these stories of the Et castaways, l'Empire saying, britannique "Do we like regarde any of les them?" histoires de ces And so it naufragés et dit, suddenly mais has est-ce an qu'on est comme interest eux? in telling its Et own chacun story, a un intérêt à raconter manufacturing sa its own propre myth. histoire, So à créer son even propre though these mythe. stories are Même true, si ces histoires sont vraies, what I am also ce que exploring j'explore is a aussi, way c'est we une evade façon and dont on erase évite truth. et dont on cache la vérité. Mais aussi une manière aussi de creuser le particulier, puisque c'est particulièrement particulier les histoires que vous racontez, David Grann, dès lors qu'elles sont entièrement vraies et que vous avez un soin scrupuleux à décrire les détails, à les préciser. C'est quelque chose de très obsessionnel dans votre écriture. Et vous touchez à l'universel, puisque ces questions, les questions de vie, de mort, de la manière dont on se comporte quand on a sa vie menacée, ce sont des histoires universelles. Yes, you want to tell them both in be very specific. Vous voulez les raconter, être to the très people who are spécifique, experiencing them. véritablement vous concentrer sur les gens qui les ont vécus. Et je crois que quand vous racontez une histoire, quand vous remontez dans le temps, il ne faut pas simplement avoir cette arrogance de la vision d'en haut. Il faut raconter l'histoire à la hauteur des gens qui l'ont vécu. Et je pense aussi que ces histoires sur la vérité, la vie, la mort, la façon dont on façonne les histoires, sur l'Empire, le racisme, ont un pouvoir, une puissance qui vraiment résonne encore aujourd'hui. À vos débuts, vous étiez journaliste. Est-ce que vous vous considérez encore comme journaliste, David Grann ? You know, I never know exactly what to call Je ne sais myself. pas I began as a exactement reporter. comment me définir. J'ai commencé comme journaliste, mais je racontais toujours des histoires qui étaient des nouvelles, vous savez. Mais à un certain moment,
Je racontais une histoire et peu importe à quelle époque ça s'est produit, je me sentais plus dans la camisole de force du temps. Donc je racontais des choses au passé, au présent. Ce qui m'intéressait, c'était l'histoire, le récit. Mais j'aime bien penser à ce que je fais comme la littérature du factuel. Mais est-ce qu'on pourrait, par exemple, lire l'une de vos prochaines histoires qui serait une histoire du présent? Est-ce que vous pourriez vous saisir d'un fait extrêmement contemporain, comme vos débuts dans le New Yorker, David Grann? Yes. Oui. Yeah, very much so. But even with The Wager, for Même example, avec le Wager, je cherchais une façon d'écrire quelque chose sur l'époque Trump, la guerre autour de la vérité, sur la désintégration des institutions américaines. Et en quelque sorte, j'ai découvert que la meilleure façon de le faire, c'était de raconter une histoire du XVIIIe siècle, comme une parabole pour notre époque. Merci David Grann de nous avoir accompagnés. Les naufragés du Wager, c'est l'ouvrage que vous publiez aux éditions du Sous-sol. Il est traduit de l'anglais par Johann Frédéric L. Gage et vous étiez traduit ici évidemment par Maître Zlotowski.